avril 2021 pour ce cours de panorama de la littérature française. Et là, nous commençons les romantismes, n'est-ce pas? Et donc, je vous ai fait lire et commenter et discuter entre vous le premier poème de ce recueil de poèmes d'Alphonse de Lamartine qui s'appelle L'isolement. C'est intéressant, Lamartine, c'est un poète que j'aime bien. Je vous ai écouté un peu, vous avez parlé de la mélancolie, de la tristesse et tout ça, et moi aussi j'aime bien cet humour, cet état d'esprit dans pas humour, mais humeur dans la littérature de manière générale. Je pense que la mélancolie est quelque chose d'intéressant et ça dépasse aussi la littérature, ça devient un sujet philosophique quand même. Et donc, avant d'entrer dans cette discussion collective autour du poème, ici, je vous recommande de regarder les vidéos dont les liens j'ai partagés dans la salle virtuelle. Si je ne me trompe pas, le premier, je vais entrer ici. 2 secondes. Pourquoi je ne le vois pas ici? C'était le cours de panorama. Voilà. Donc, la première vidéo vous donne, c'est une vidéo un peu plus longue de 24 minutes. Elle va vous donner un contexte social et économique du 19e siècle. Si vous voulez, donc ça c'est plutôt pour le contexte social et politique, économique. Ce n'est pas forcément un sujet littéraire. Donc, si vous voulez découvrir un peu plus sur le 19e siècle français, comment c'était la politique après la Révolution française, l'Empire de Napoléon, la Restauration, il y a quelques informations sur cette période. Donc, ça peut être enrichissant en quelque sorte. Et on parle dans cette vidéo aussi un peu du contexte littéraire aussi. La deuxième vidéo, c'est la vidéo de commentaires composés. J'ouvre ici parce que j'ai mis les vidéos dans les commentaires. Voilà. La deuxième vidéo, c'est les romantismes de ce site internet commentaires composés. C'est une vidéo bien faite qui va vous donner les caractéristiques générales du romantisme en France. Plus ou moins les mêmes informations que vous allez, pas vraiment les mêmes informations, mais la même idée que vous allez retrouver dans le chapitre d'Yves Stalloni sur le 19e siècle. Ce document-là sur le 19e siècle de École et courant littéraire d'Yves Stalloni, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire au plus vite possible, déjà avec quelques parties soulignées ces parties-là peuvent vous aider à repérer les caractéristiques du romantisme. Si ça se trouve, peut-être je fais un survol de ce texte encore aujourd'hui. Si nous avons encore le temps, là je vérifie quelle heure il est. Nous sommes 11h11, c'est bon. Et sinon, voilà. La troisième vidéo, c'est une vidéo, mon ordi est assez lent, c'est une vidéo d'un cours d'histoire littéraire un peu plus dense. C'est une vidéo de 24 minutes, c'est-à-dire si vous avez vraiment l'intérêt de connaître, d'avoir une idée de quelques précisions du mouvement romantique en France, à regarder cette vidéo-là. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée ou suggérée, comme je le dis assez souvent. Et c'est une vidéo qui va vous donner quelques spécificités du romantisme en France.
La quatrième vidéo, c'est une vidéo que j'ai faite pour le cours de poésie du semestre dernier. J'ai changé le titre parce que c'était romantisme première partie, mais j'ai changé le titre de cette vidéo pour un romantisme fondement philosophique et critique. Et dans cette vidéo, c'est une vidéo que moi-même, je l'ai faite, elle n'a pas une très grande qualité technique. Par contre, il y a des bruits, des problèmes, vraiment des problèmes techniques au niveau de l'audio, mais qui ne vous empêchent pas de comprendre. Et dans cette vidéo, je fais en passage, c'est une vidéo un peu plus longue. Je comptais faire une vidéo de 15 minutes, je finis par avoir une vidéo de 46. Et donc, je passe par plusieurs textes importants de l'époque qui définissent plus ou moins les mouvements romantiques. Donc, je passe par le texte de Stendhal, du romancier Stendhal, qui s'appelle Racine et Shakespeare, dans lesquels il considère l'idée de romantisme, et dans ce texte, c'est une espèce de pamphlet dans lesquels il appelle le romantisme plutôt romanticisme. C'était encore, comme je vous explique assez souvent, il y a des mouvements littéraires qui, pendant l'existence du mouvement, on se met à penser à ces mouvements. Il y a d'autres mouvements qu'on organise la tendance esthétique quelques années plus tard ou des siècles plus tard. C'est le cas, par exemple, du baroque. Je vous ai expliqué ça. Le baroque, le terme baroque va être appliqué à cette tendance artistique au XIXe siècle, c'est-à-dire 2 siècles ou 3 siècles plus tard. 2 siècles, si je ne me trompe pas. Et donc, les romantismes, c'était un mouvement naissant. Le texte de Stendhal, c'est de 1823. Et le poème que vous venez de lire et de discuter, Isolement de Lamartine, a été publié en 1820. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on considère ce recueil de Lamartine comme l'acte de naissance du romantisme en France. Donc, nous avons discuté mardi, il y a 2 jours, que le romantisme existait ou a commencé en Angleterre et en Allemagne. À la fin du XIXe siècle, nous avons même parlé de la souffrance du jeune Werther, les romans de Goethe, qui a été publié en 1774, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait déjà des indices de naissance du romantisme en Allemagne et en Angleterre au XVIIIe siècle, mais le romantisme va prendre force en France au XIXe siècle. Et l'acte de naissance considéré au niveau de l'histoire littéraire, c'est la publication des méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine. Cela dit, le texte Racine et Shakespeare de Stendhal va considérer le romantisme en opposition au classicisme et va nous donner une idée de romantisme lié à la contemporanéité de l'époque. Et il y aura une association de romantique, c'est plutôt le contemporain, le nouveau esprit, le nouvel esprit, quelque chose comme ça. Et puis, je vais passer par le texte, la préface de Cromwell, de Victor Hugo. C'est une préface d'une pièce de théâtre. Si vous avez déjà suivi les cours de théâtre ou si vous êtes en train de le faire avec Gloria, sûrement vous avez entendu parler de ce texte, la préface de Cromwell. C'est une préface de Victor Hugo dans laquelle il ébauche, il dessine sa théorie du grotesque et du sublime. Parce que le classicisme cherchait toujours le sublime. Et avec Victor Hugo et d'autres écrivains romantiques, ils ont cette inspiration du gothique, du Moyen-Âge par exemple, et on va réintroduire dans la littérature l'idée du grotesque. Parce que l'idée, c'est l'idée
de Victor Hugo, c'est de équilibrer le sublime avec les grotesques. Parce que l'un va donner de la force ou du sens à l'autre. Et on va laisser de côté une littérature qui cherchait l'équilibre, la beauté et tout ça, et on va introduire la notion du grotesque. Avec ce poème de Lamartine, même s'il parle de la mort, de la mélancolie, nous n'avons pas encore très clairement la présence du grotesque. Ce sera très clair avec Baudelaire. D'accord. Par exemple, le grotesque chez Baudelaire arrive à un point de comparer la femme aimée, le corps de la femme aimée couché, avec une carcasse d'animal mort. Donc, vous voyez cette tendance morbide entre cette comparaison de voir une carcasse d'animal mort avec la bien-aimée, la femme aimée, couchée sur un lit ou quelque chose comme ça. Et puis, j'entre aussi dans un débat d'un fragment de Friedrich Schlegel, un des romantiques allemands. C'est un fragment théorique, critique, dans lequel il va discuter en quelque sorte l'idée de la poésie romantique comme une poésie progressive. Et là, il va expliquer, je vais entrer dans ces détails, ce qui est le hitz et l'ironie dans la poésie romantique. Donc, c'est une vidéo longue, mais je vous conseille aussi de la regarder. Et puis, finalement, j'entre aussi dans la définition de Charles Baudelaire, parce que c'est souvent, on connaît le Baudelaire poète, mais on oublie que Baudelaire a été un très bon critique d'art et théoricien de la littérature. Donc, Baudelaire, c'est un des théoriciens de la modernité, et il aura sa définition de romantisme aussi. La définition de romantisme de Baudelaire va être définie, va être développée dans les années 1840-50 plus ou moins. Donc, il a déjà une distance temporelle de ce premier moment du romantisme dans la décennie de 1820. D'accord. Cela dit, je reviens à la discussion du poème L'isolement de Lamartine. Et je voudrais vous écouter par rapport à la discussion que vous avez entretenue entre vous. Qu'est-ce que vous avez à remarquer par rapport à ce poème de Lamartine? Ça a été intéressant de le lire, ça a été bien, vous avez eu expérimenté un plaisir de lire. Probablement, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire de la poésie, en plus de la poésie du 19e siècle. Est-ce que c'était intéressant ou est-ce que c'était ennuyant? Qu'est-ce que vous avez à dire? Je voudrais écouter, entendre les résultats de vos discussions, une synthèse en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous écoute pas. On a discuté sur cette connexion que vous avez dit sur le grotesque du gothique. Il y a une référence qu'on dit la flèche, je crois que la flèche gothique. Voilà. Il fait direct référence, mais on voit aussi de petites nuances quand il parle de la solitude, je crois. Et aussi, il y a une référence à la mélancolie, la indifférence, comme un état d'esprit qui dit que son âme est indifférente. Et cette référence au gothique, c'est à l'architecture gothique, n'est-ce pas?
Et c'est intéressant parce que là, je vous ai donné une édition de méditation poétique de Lamartine dans laquelle il n'y a que les poèmes. Et moi, j'ai une autre édition sur Kindle dans laquelle il y a un commentaire de Lamartine après quelques poèmes. Et dans ce poème-là, il explique le contexte dans lequel il a écrit ce poème. En fait, ça explique quelque chose du poème, mais ce qui est important à remarquer, c'est qu'on n'a pas besoin, on ne dépend pas de l'explication du poète pour avoir une compréhension du poème. Le poème, c'est une pièce littéraire, c'est un texte à part entière, c'est-à-dire indépendant de toute opinion du poète. C'est le poète qui l'écrit, mais le texte en soi comporte un sens qu'on est capable d'accéder à partir de la lecture. D'accord? Mais c'est intéressant parce que il dit dans ce commentaire qu'il était chez son père dans une petite commune, un petit village en France qui s'appelle Milly. Et je vais changer ici le partage d'écran parce que je cherchais des images de cette ville et il y a une église avec un toit qui nous fait penser à une flèche en quelque sorte parce que c'est pointu. D'accord? Peut-être vous voyez ici. Voilà. Je vais agrandir un peu l'image. J'arrive pas à zoomer encore plus, mais peut-être il parlait de cette flèche pas encore, je pense que c'est pas encore. Voilà. Cette flèche peut-être de l'Église, n'est-ce pas? Assez souvent, ces genres de références gothiques, ça vient de l'architecture. J'ai changé ici et vous voyez encore. Et surtout à cette époque, dans un petit village, les constructions n'avaient que 2 étages, donc de n'importe quelle place de la ville, on était capable de voir la tour de l'église, n'est-ce pas? Par exemple, mon cas, je viens d'une ville de taille moyenne de Minas qui s'appelle Bom Despacho. Et il y a la Igreja da Matriz. Et quand j'étais petit, c'était très grand, ça me semblait très grand. Et aujourd'hui, quand on arrivait de l'autoroute ou sur l'autoroute dans la ville, on voyait déjà la tour de l'église. Aujourd'hui, on a construit tellement de bâtiments autour de l'église que quand on est à l'extérieur de la ville, on n'est plus capable de voir la tour de l'église. Donc, ici, on parle d'une impression du poète du 19e siècle, n'est-ce pas? Et c'est dommage qu'on perd un peu ces genres de perception de la ville. Donc, je reviens ici à la projection du poème. Quoi d'autre vous pouvez remarquer dans ce poème ici? Avant tout, avant d'entrer dans l'analyse du poème, quelque chose d'intéressant. Parce que dans ces cours de panorama, je privilégiais, comme vous savez, des textes qui n'entrent pas dans d'autres disciplines à cause du genre littéraire. Donc, nous avons étudié des essais de Montaigne, les lettres de Madame de Sévigné, un petit morceau de Confession et des rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, qui est un texte narratif, autobiographique. Et peut-être c'est la première fois dans ces cours que je vous présente un poème à lire. Et d'une certaine façon, nous avons des grands poètes français avant le 19e siècle, mais assez souvent aujourd'hui, on pense que la poésie française du 19e siècle, c'est peut-être la poésie la plus représentative de la littérature française. Donc, les plus grands textes poétiques français, peut-être, ils se situent au 19e siècle.
Cela dit, la lecture des poésies, comme je disais tout à l'heure, peut-être une des difficultés que vous avez expérimentées en lisant ces poèmes, c'est que on perd un peu l'habitude de lire la poésie aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant de comprendre le texte, lire et comprendre le texte, en quelque sorte, d'essayer de comprendre le message transmis par le poète. Par contre, c'est toujours l'occasion, surtout quand il s'agit de poésie lyrique, d'avoir une expérience d'un sentiment, d'une sensation, d'un état d'âme, d'une perception du monde. Parce que cela nous enrichit aussi en tant que sujet, en tant que personne, etc. Et avant d'entrer dans l'analyse du texte, je vous pose cette question. Nous avons ce sentiment de mélancolie, de l'absence de quelqu'un aimé. Le titre nous apporte cette idée d'isolement. Le poète se dit ici, en quelque sorte, isolé de tout le reste du monde. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ces genres de sensations, ces genres de sentiments? Ou lire ce poème vous met en contact avec un sentiment que vous n'avez jamais expérimenté? Au niveau personnel, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous n'avez pas besoin de me raconter euh, pourquoi vous avez ressenti une telle sensation. Mais est-ce que vous avez déjà expérimenté une douleur si profonde? Oui, non. Je crois qu'avec la pandémie, beaucoup de gens à être forcés à ce sentiment de isolement. Peut-être qui des personnes qui sont qui étaient un- qui toujours avaient beaucoup de gens. J'étais une personne comme cela, que j'avais toujours personne autour de moi et Toujours quelqu'un autour de moi. ah oui, toujours quelqu'un autour de moi. Mhm. Et d'un jour à un autre, j'avais personne, ou Voilà. seulement des personnes que je vis avec ma mère et, et mon frère, mais ils étaient occupés avec la réflexion sur la pandémie. Donc, même en vivant ensemble, euh, nous étions toujours isolés. Mhm. C'est intéressant, Marianne, parce que tu fais cette association de l'idée de l'isolement que le poète nous apporte et l'idée du confinement dû à la pandémie du coronavirus. Et en plus, nous avons dans le poème L'isolement les sentiments de la perte d'une personne chérie, chère au poète, n'est-ce pas? Et assez souvent, on associe cette idée de la perte d'une personne aimée à quelqu'un avec qui on a un rapport amoureux, sexuel ou quelque chose comme ça. Mais dans cette association avec la pandémie, on peut penser aussi à la perte des gens proches, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, c'est tellement euh, ténébreuse la situation au Brésil que soit on a perdu quelqu'un proche, soit on connaît quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très proche, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant et à mon avis, la lecture de la poésie, elle sert surtout à ces niveaux sentimental, euh, euh, spirituel même. Vous voyez? Et c'est intéressant parce que quand on regarde, nous n'avons pas fait ça dans ces cours de panorama,
Mais la poésie précédente, la poésie antérieure au romantisme, surtout dans les cas, je parle là un peu plus du cas français, assez souvent, elle parlait d'un sentiment amoureux faisant référence à la mythologie grecque. C'était une poésie assez formelle, académique. Pour parler d'un sentiment, on parlait d'une figure mythologique, n'est-ce pas? Et ça, d'une certaine façon, ça nous éloigne du sentiment amoureux. Nous avons, par exemple, avec Voltaire au XVIIIe siècle, une poésie satirique très fortement liée au contexte politique de l'époque. Donc, c'est une poésie, mais c'est plutôt une satire. Et ici, avec Lamartine, nous avons l'introduction d'une poésie qui est plus liée aux sentiments, les sentiments les plus profonds du poète. Et donc, notre expérience en tant que lecteur de ce genre de poésie s'enrichit avec la possibilité de prendre contact avec des possibilités ou d'autres sentiments, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de voir, je disais tout à l'heure dans les cours de romans, assez souvent on parle de la littérature comme représentation de la société. Cela veut dire, on peut retrouver dans la littérature une représentation de la femme, des gens noirs, ou une dénonciation de la censure, ou etc. Par contre, on peut chercher dans la littérature, et dans ces genres de poésie aussi, une espèce d'éducation sentimentale, d'éducation morale et d'éducation spirituelle. Et quand je parle de ce côté spirituel de la poésie, dans le 19e siècle, de manière générale, la poésie sera mise parce que, comme on va voir, les Lumières ont critiqué l'institution de l'Église, surtout l'Église catholique, n'est-ce pas? Mais on n'a pas effacé complètement la religion de l'individu. Et ici, nous commençons dans le romantisme à voir une expérience, pas de la religion directement, mais plutôt de la spiritualité. Et vous pouvez sentir dans ces poèmes une certaine spiritualité du poète, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et quand je parle là de ce côté spirituel, c'est important de ne pas confondre avec un côté religieux. Non, c'est quelque chose avec un sentiment ou la présence de quelque chose de majeur, un au-delà de la vie, un contact avec les morts, une communication avec les morts, cette relation entre vie et mort, une relation métaphysique de la vie, de l'existence, etc. Donc, peu à peu, à partir de ces poètes romantiques, la poésie, ça va se perdre au XXe siècle plus tard, parce que la poésie au XXe siècle sera plutôt un jeu de langage, donc pas spirituel du tout. On ne va pas chercher une expérience transcendantale, on ne va pas chercher une expérience spirituelle. On va utiliser la poésie pour faire des jeux de mots ou une expérience de langage, tout simplement. Ici, non. Ici, la poésie nous met en contact avec l'au-delà de la vie, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant à voir dans ces poèmes de Lamartine. Et donc, j'entre dans l'analyse du poème avec vous. Vous avez déjà eu l'expérience de cette première lecture. Et donc, voilà. En fait, c'est ça que je voudrais remarquer. C'est toujours intéressant où il vaut la peine de lire ce genre de poésie. Assez souvent, on a une association un peu
fatigué de la poésie romantique, comme si c'était toujours, on parlait de l'amour, de l'idéalisation, etc. Mais non, il y a quelque chose à apprendre au niveau sentimental et spirituel. D'accord? Et donc, concernant le texte proprement dit ici, donc le titre, l'isolement, et nous avons ici quelque chose de... vous avez, là, je vous demande votre opinion. Est-ce que vous avez remarqué cette relation entre le sujet, le poète, et la nature? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette relation entre la nature et le poète? Ils étaient indépendants, ils étaient associés d'une certaine façon. Quels sont les contacts établis entre les deux? À mon avis, je crois qu'il se proche parce que tous les moments pendant les vers, il lui exaltation. Exaltation, oui. Il fait exaltation dans la nature comme la solitude. Comme... je crois. C'est à mon avis. Non, mais c'est la solitude de la mort, la solitude du désir de mourir pour comment on dit? Oh mon Dieu. Pour fechar. Como se fermer au moment de la solitude. Oui, ça c'est une question à répondre à la fin de la lecture du poème, parce que vraiment, il y a un désir de mourir. Mais quel est l'objectif de ce désir de mourir? C'est tout simplement finir avec la vie. Vraiment? Peut-être être proche de la personne qui l'a perdu, non? Oui, moi, je suis plutôt de cet avis-là, Cécile. Que la mort ici le mettrait le poète en contact ou dans la proximité de la personne perdue. Parce que, Luciane, à mon avis, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, la solitude que le poète expérimente, elle concerne la vie et pas au-delà de la vie. Mais à tous les moments, à tous les moments, non. Il y a un moment qu'il dit qu'après la vie, il va se... esqueci no francês hoje. Il va se rester dans la solitude après la mort. D'accord. Oui, d'accord. On peut vérifier ça avec le texte. D'accord? D'accord. C'est pour ça que j'aime bien. C'est toujours intéressant d'avoir cette impression générale, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cette impression générale, elle est importante parce que c'est ce qui reste de la lecture, n'est-ce pas? On va dire, par exemple, dans une expérience de vie, un jour, dans une discussion avec un ami, et on dit, ah oui, il y a un poème de Lamartine, un poète français, et il pose ce genre de questions. Un autre exercice, c'est la lecture proche, presque une lecture exégétique du poème, d'accord? De voir vers à vers ce qui est dit. Voilà, ce sont des exercices différents. Un exercice plutôt académique, l'autre, ça fait partie de cet apprentissage dont je vous ai parlé, cet apprentissage sentimental, n'est-ce pas? Et donc, voyons ici, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant au niveau du contact avec la nature, le poète et la nature. Donc, d'une certaine façon, il y a, parce que c'est souvent on pense
à la poésie lyrique comme l'expression des sentiments du poète. D'autre côté, il faut reconnaître aussi que dans le poème, il y a des morceaux ou des extraits narratifs en quelque sorte, ou descriptifs aussi, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de poésie lyrique, oui, on est en contact avec l'expression des sentiments du poète. Mais cela n'empêche pas le poète d'écrire ou de faire le récit de quelque chose pour exprimer ses sentiments. Donc ici, on aura en quelque sorte une espèce de présentation de la scène du paysage par le poète. Et on commence souvent. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Moi. C'est donc, la perception, les sentiments de la métaphysique, ce n'est pas la même chose les sentiments de se faire la solitude, pour compléter la solitude, pour matérialiser la solitude. Ce n'est pas la même chose. C'est une question que tu me poses? Oui. Oui, je pense que ce sont des choses différentes. Moi, je placerais cette solitude c'est drôle parce que il me semble que dans les réseaux sociaux au Brésil, maintenant, on fait ce genre d'opposition entre solidão et solitude, n'est-ce pas? Je vois assez souvent, par exemple, des amis partager des images genre buvant un verre de vin tout seul et ils profitent de ce moment de solitude. En portugais, ce serait solitude. Et solidão, ce serait souffrir avec cette condition d'être seul, n'est-ce pas? Il y a même une chanson de Lobão dans laquelle il dit o que é solitude, o que é solidão. J'ai oublié le contexte de la chanson, mais c'est une chanson que j'aime bien. J'aime bien les chansons de Lobão des années 80. Et donc, moi, je dirais que ce sentiment de solitude, dans ces poèmes-là, fait rapport à cet isolement dans la Terre, dans la planète Terre, dans ce monde-là, parce qu'il reste isolé à partir du moment où il a perdu sa bien-aimée. Donc, sans le contact avec elle, sans la présence de la bien-aimée, il reste isolé de tout le reste du monde. Et ce que tu dis de métaphysique, moi, je placerais la métaphysique dans ce poème comme le contact spirituel avec l'au-delà de la vie. Et surtout avec la croyance qu'il y a un au-delà de la vie. N'est-ce pas? Parce que, par exemple, Luciana, tu travailles plus ou moins avec l'idée d'angoisse dans l'existentialisme. Dans la pensée existentialiste, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie de ces sentiments. Parce que ici, si le poète peut au moins espérer mourir pour rencontrer encore une fois sa bien-aimée, pour un existentialiste, il n'y a pas d'issue. C'est genre, j'ai perdu ma bien-aimée et tout est fini. Maintenant, j'ai le sentiment de solitude, d'absence, et c'est à moi de vivre ces sentiments. Il n'y a rien qui va changer, il n'y a même pas un au-delà de la vie pour me mettre en contact encore une fois avec cette personne aimée. C'est beaucoup plus angoissant. Au moins, ici, dans ce contexte romantique, il y a cette spiritualité qui nous fait penser à un autre monde au-delà de la vie, dans lequel on peut se rencontrer encore une fois. D'accord? Et donc, il dira ici, nous avons encore 15 minutes, c'est bon pour faire un survol du poème. Souvent sur la montagne,
à l'ombre du vieux chêne. Chêne, c'est un type d'arbre, carvalho. Au coucher du soleil, tristement, je m'assieds. Donc, souvent sur la montagne, nous avons ici l'être poétique ou le sujet, le poète, isolé sur la montagne, à l'ombre d'un arbre, d'un chêne. Le moment de la journée, c'est au coucher du soleil, et il s'assied tristement. Donc, je souligne ici tristement parce que nous avons l'état d'âme du poète. Nous avons, d'une certaine façon, une description de la nature ou d'où il se retrouve et les sentiments qu'il a dans ce moment-là. Il est triste. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont les tableaux de la plaine, changeants, se déroulent à mes pieds. C'est intéressant ici parce que on utilise assez souvent le verbe se promener, passear, n'est-ce pas? Mais ici, il y a un objet direct. Je promène, me regarde. C'est-à-dire de passear os olhos sur le paysage, sans fixer, sans rien fixer. D'accord? Et évidemment, quand on est dans ce registre poétique, on va toujours utiliser des métaphores, des sens figurés pour exprimer les sentiments. Voilà. Et donc, ça, quelque chose d'intéressant ici, c'est un poème, on peut considérer ce poème une espèce d'élégie, donc c'est un poème mélancolique. Nous avons une certaine régularité par rapport aux strophes. Nous avons donc des strophes de quatrains, c'est-à-dire des strophes de 4 vers, plusieurs strophes, je ne vais pas compter combien. Il y a une rime aussi, donc ici nous sommes encore en contact avec une mesure de vers, avec la rime. Donc nous avons ici souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement je m'assieds. Je promène au hasard, me regarde sur la plaine, dont les tableaux changeants se déroulent à mes pieds. Donc nous avons acier, pied, chêne, plaine. D'accord? Et quelque chose d'important à retenir aussi, c'est ce qu'on appelle la césure du vers. Ici, plus ou moins ici. C'est-à-dire, au milieu du vers, il y a une pause. Et si on compte les syllabes, ça donne le rythme du poème. D'accord? Et d'une certaine façon, ce poème triste, mélancolique, on aurait pu le lire presque comme une prière, une oração, n'est-ce pas? Avec un rythme un peu répétitif, Donc, souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement je m'assieds. Je promène au hasard, me regarde sur la plaine, dont les tableaux changeants se déroulent à mes pieds. Donc vous voyez qu'il y a un rythme intéressant dans le poème. Et ici, ce que le poète nous donne comme information, c'est où il est, n'est-ce pas? Sur la montagne, au coucher du soleil. Et il continue ici, gronde le fleuve aux vagues écumantes, il serpente, le fleuve serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Et ici, en fait, ce que je souligne, ce sont les adjectifs. Parce qu'il y a quelque chose, quand je parlais de la nature, le poète, c'est que le poète va imprégner la nature de ses impressions et de ses sentiments. Et parfois, parce que on peut considérer en quelque sorte la nature comme neutre.
elle existe indépendamment de nous. Et si nous avons ici un lac immobile, les eaux sont dormantes, les lointains obscurs, peut-être ça parle plus de l'état d'esprit du poète que du paysage lui-même. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on peut appeler un topos de la poésie, c'est-à-dire un lieu commun de la poésie. Assez souvent, quand on parle de l'extérieur, en fait, on parle de l'intérieur, de l'intimité. D'accord? S'il y a quelque chose d'obscur dans les lointains, peut-être ce qui est obscur, c'est le poète ou l'état d'esprit du poète. D'accord? Voyons encore ici, au sommet de ces monts, couronnés de bois sombres, les crépuscules encore jettent un dernier rayon. Et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon. Ici, il n'y a pas grand-chose. C'est encore la description du paysage, du moment de la journée, etc. Et il continue, cependant, vous voyez que même dans un texte poétique, il y a une construction logique de la présentation. Je vous demande d'organiser la présentation de la dissertation, mais le poème aussi, il a une organisation logique, n'est-ce pas? Il nous présente où il est, tout ce qui se passe, et puis, cependant, qu'est-ce qui ne va pas? Il va nous apporter ici une information nouvelle. S'élançant de la flèche gothique, un son religieux se répand dans les airs, le voyage s'arrête et la cloche rustique, au dernier bruit du jour, mêle de saints concerts. Donc, il y a ici, comme je disais à Marianne, je vous ai montré l'image de l'église, donc il parle ici de la flèche gothique et lance un son religieux des cloches. Donc, il y a, comme vous voyez, ce n'est pas la religion en soi, mais plutôt ça apporte ces sentiments spirituels, n'est-ce pas? Donc, les cloches de l'Église, ça apporte une religiosité à ce moment-là, une spiritualité à ce moment-là, mieux dit, d'accord? Et ici, nous avons « mais », n'est-ce pas? Cependant, mais à ces doux tableaux de mon âme indifférente, je vais changer ici, mais à ces doux tableaux de mon âme indifférente, pardon, pas deux, mais à ces doux tableaux, parce que la description qu'il fait du paysage, c'est une description douce, sereine, en quelque sorte, n'est-ce pas? Mon âme indifférente, et vous voyez que assez souvent dans la poésie, l'ordre, la syntaxe n'est pas respectée, genre sujet, verbe, complément, n'est-ce pas? Et parfois, ça nous exige remettre l'ordre, le bon ordre de la phrase. C'est toujours intéressant de penser au hymne brésilien, n'est-ce pas? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o brado retumbante, c'est complètement inversé. Donc, mais mon âme indifférente à ces doux tableaux, il y a cette inversion ici, n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je vous ai déjà expliqué que transport ici, c'est les sentiments. Quand on se transporte avec les sentiments ailleurs, n'est-ce pas? Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante. Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. Donc, il contemple la terre. Et je vous ai écouté, j'ai écouté un groupe commenter ce vers-là.
n'est-ce pas? Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. Comment vous comprenez ce vers-là? Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. Qu'est-ce que vous ressentez? Parce qu'en fait, c'est métaphorique en quelque sorte. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Moi, au cadre de cette strophe, moi, je pense que la beauté, surtout la beauté du soleil, les bénéfices du soleil, ils ne sont pas du tout importants si la personne aimée, dans ces cas-là, est morte. Donc, moi, je sens un peu l'idée de peu importe le soleil, sa chaleur, si nous sommes incomplets parce qu'il nous manque quelqu'un. Oui. Et là, nous voyons une différence entre être vivant et être mort. C'est un peu bête de le dire, c'est un peu évident, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire que qu'importe le soleil si on est mort, n'est-ce pas? Et d'une certaine façon, c'est comme si, oui, d'accord, on est privilégié d'être vivant, on peut profiter du soleil, mais il y a une différence entre, dans cette absence, n'est-ce pas? Ou d'une certaine façon, il introduit la différence entre être vivant et être mort dans ce monde. N'est-ce pas? Une différence de statut, en quelque sorte, mais pour mettre d'un côté lui et sa condition et par rapport à quelqu'un qui est déjà mort. Oui, c'est exactement dans ces moments que mon groupe et moi, on a saisi le sens de cette opposition. Cependant, mais parce que si tout est beau, pourquoi il commence à faire ces sortes des commentaires d'opposition. Et là, on a compris qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui est mort. Oui, voilà. Et Caio, que le soleil est une référence à la conscience de soi-même. Oui, on peut considérer un peu comme ça aussi. Le soleil, la chaleur du soleil comme... d'une certaine façon, la chaleur du soleil ici, elle nous sert comme signe de jusqu'où, je sais pas, ça va quand on est vivant et quand on est mort. N'est-ce pas? C'est-à-dire une limite qu'on touche dans cette vie, dans ce monde. Je sais pas. Et puis on voit des collines en collines en vain portant ma vue, du sud à l'Aquillon, de l'aurore au couchant, je parcours tous les points de l'immense étendue et je dis, nulle part le bonheur ne m'attend. Ici, c'est très mélancolique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je peux aller n'importe où, je ne vais pas trouver le bonheur nulle part, n'est-ce pas? C'est déjà un indice. Comme Julien a bien dit, nous avons le premier indice qu'il a perdu quelqu'un. Et maintenant qu'il sera incapable de retrouver le bonheur, parce qu'il y a cette absence, l'absence d'une personne aimée, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est un sentiment de vide, presque absolu, n'est-ce pas? Et il continue avec ces questions. Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières? Vains objets dont pour moi le charme est envolé, le charme est absent. Fleuves, rochers, forêts, solitude si chère, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ici, il est clair, évident qu'il parle de l'absence de quelqu'un. Et quelque chose d'intéressant ici, c'est le mot solitude. Parce que vous voyez que l'adjectif, c'est solitude si chère, c'est-à-dire solitude
solitude, je vais appeler comme ça, querida, bienvenue, quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez que fleuve, rocher, forêt, ce sont des éléments de la nature dans lesquels le poète se réfugie, surtout les poètes romantiques qui cherchent la nature, pour avoir une expérience de la solitude, pour se rencontrer avec soi-même. Pour ça, ce sont des endroits de solitude si chers. Mais là, comme il y a l'absence de cette bien-aimée, il peut chercher ces endroits que tout sera peuplé parce qu'un seul être lui manque. N'est-ce pas? D'une certaine façon, j'associe dans ma perception personnelle cette idée de tout est dépeuplé quand un seul être vous manque. Quand on est largué, quand on a une relation et la personne casse la relation avec nous et on voulait encore rester avec la personne. Ces sentiments-là, ouais. La personne s'en va, elle est encore vivante, mais elle est morte symboliquement pour nous, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons plus l'accès à cette personne avec qui on voulait être ensemble. Elle est vivante, mais elle est absente de notre vie. Et on expérimente ce vide complet, n'est-ce pas? Ce dépeuplement du monde. Et on avance vite pour rester dans l'horaire. Qu'est le tour du soleil où commence ou s'achève, d'un œil indifférent, je le suis dans son cours. En un ciel sombre ou pur qu'il se couche ou se lève, qu'emporte le soleil. Je n'attends rien des jours. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de considérer ces interrogations ici qu'il se pose, ces questions qu'il se pose, pour penser au titre du livre, Méditation poétique. C'est le poète qui médite sur sa condition, qui pense, qui réfléchit sur sa condition. N'est-ce pas? Et attention ici, parce que c'est l'orthographe de l'époque, mais ça se dit comme un A aujourd'hui. Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière, mes yeux verraient partout le vide et le désert. Je ne désire rien de tout, je ne désire rien de tout ce qui l'éclaire, je ne demande rien à l'immense univers. Mais peut-être, ici c'est clair, il n'y a pas besoin d'expliquer un peu plus, mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, au-delà des limites de sa sphère, la sphère de l'univers, de la planète, lieu où le vrai soleil éclaire d'autres cieux. Donc, vous voyez ici l'idée d'un vrai soleil qui éclaire d'autres cieux, ciel au pluriel. Donc, vous voyez qu'il cherche maintenant à d'autres mondes qui sont au-delà de ce monde, au-delà de cette vie. Et ici, c'est ce côté métaphysique, n'est-ce pas? Pardon? Pardon. Et là, le soleil, je trouve, maintenant c'est bien clair que le soleil est l'élément qui sépare les vivants des morts. C'est soleil-là qui n'est pas vrai. Parce que, par exemple, au moment où il se demande qu'emporte, il ne dit pas qu'emporte la vie, mais qu'emporte le soleil, parce que c'est le soleil que le sépare de sa bien-aimée. Et là, on voit qu'il y a l'idée d'un vrai soleil, au-delà d'où nous sommes. Oui, ouais. Qui est au-delà de cette vie. Et c'est intéressant de penser, comme tu as dit, le soleil qui sépare les vivants des morts, parce qu'on peut prendre le soleil comme une métonymie de la chaleur. Et quand on est vivant, nous avons la chaleur du corps, et quand on est mort, le corps devient froid.
Ouais, pas? ouais, c'est vrai. Donc, Ouais. c'est intéressant d'associer ces genres d'impressions, le soleil avec la chaleur et la mort et la froideur du corps. Donc, le vrai soleil éclaire d'autres cieux. Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre ici, on peut dire c'est le reste du corps, la carcasse ou cadavre d'une personne qui est déjà morte. Donc, si je pouvais laisser ma dépouille à la Terre, à cette planète, ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux. Donc, il apporte l'idée que s'il quitte cette vie, peut-être ce qu'il a tant rêvé paraîtrait à ses yeux, c'est-à-dire la bien-aimée, encore une fois. Et là, je m'enivrerai à la source où j'aspire, la bien-aimée. Là, je retrouverai et l'espoir et l'amour, parce qu'il a tout perdu. Il a perdu l'espoir et l'amour. Et ce bien idéal que toute âme désire et qui n'a pas de nom au terrestre séjour. Donc, c'est très clair l'opposition entre cette vie et une vie spirituelle au-delà, n'est-ce pas? Et ici, je suis désolé parce qu'il y a un problème de la mise en page, mais nous avons deux strophes ici, d'accord? Une qui se termine ici et l'autre qui commence avec quand. Ce n'est pas une strophe de 8 vers, ce sont deux strophes de 4 vers. Que ne puis-je porter sur la chair, sur le char de l'aurore, vague objet de mes voeux, m'élancer jusqu'à toi. Il se demande s'il ne peut s'élancer jusqu'à toi, jusqu'à la bien-aimée, n'est-ce pas? Sur la terre d'exil, pourquoi restais-je encore? Il n'y a rien de commun entre la terre et moi. Et c'est intéressant parce que il a perdu sa bien-aimée, il se sent isolé, et la terre, qui est sa planète natale, le monde dans lequel il est né, il dit comme un lieu d'exil, n'est-ce pas? Voilà, la terre devient clairement le lieu d'exil, d'isolement. Exactement. C'est la vie, la terre, qui l'isole de cette condition spirituelle absolue, parfaite, de sa bien-aimée. Et donc, il n'y a rien de commun entre la terre et moi. Quand la feuille, et ici c'est une image, la dernière strophe, ce qu'il apporte, c'est une image, n'est-ce pas? Quand la feuille de bois tombe dans la prairie, les vents du soir se lèvent et l'arrachent au vallon. Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie. Emporte-moi comme elle, orageux aquillon. Orageux aquillon, ce sont les vents des tempêtes, les vents tempestueux. Et il demande à ces vents de l'emporter, de l'emmener avec, c'est-à-dire de l'enlever de cette vie pour entrer dans cette vie spirituelle et rencontrer peut-être sa bien-aimée. Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas, comme expérience poétique, comme sentiment, n'est-ce pas, d'avoir un petit goût de ce qui est expérimenté, d'entrer un peu dans la peau du poète, n'est-ce pas? Et donc, je vais vous demander de lire peut-être, moi j'aime bien ce poème, l'isolement, mais le poème le plus célèbre du recueil, c'est le lac. Je vais vous demander de lire, je ne vais pas faire une activité précise sur ce poème, mais je vous demande quand même de lire par curiosité, pour vous enrichir, le poème Le lac qui est dans ce recueil. Et peut-être je vais partager une petite vidéo d'analyse du poème Le lac
parce que c'est très beau aussi. Il va mélanger le paysage avec les souvenirs. Et donc, il y a le paysage est un témoin de l'histoire d'amour qu'il a vécue avec sa bien-aimée. C'est plus ou moins l'idée que nous disons assez souvent. Se as paredes falassem, elas contariam muita coisa. Et donc, l'association qu'il fait, ce n'est pas avec les murs, mais plutôt avec le lac qui les a vus ensemble, lui et sa bien-aimée. D'accord? Donc, je termine là aujourd'hui. Ok, ouais, moi aussi, je dois partir, Lorena. Et je suis désolé de terminer 10 minutes plus tard. Et c'est ça. Bisous. Bisous. Et à jeudi de la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, nous avons cours seulement jeudi. D'accord? Vous avez encore des questions ou c'est bon? Moi, je n'ai pas de questions. On se verra jeudi et on va reprendre le Voltaire, je crois. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais, exactement. On va reprendre Voltaire. On fera une activité sur Candide. Merci. Juliane, parce que j'étais... Pardon, maintenant je suis confuse. On va reprendre le livre de Voltaire, oui? Ou oui, on fera juste livre... une activité? Non, on va reprendre, c'est-à-dire on va discuter ensemble et je vais vous proposer une activité sur Candide. D'accord. Non, c'est ça que j'imaginais, mais maintenant d'accord, cool. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ouais, moi j'oubliais qu'il y avait encore Candide. J'avançais dans ma tête. Ouh là là, maintenant les collègues vont me fusiller. Ouais, ils vont pas être contents de toi. Mais c'est ça. Donc, finissez la lecture de Candide pour la semaine prochaine. D'accord? Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir, monsieur. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Au revoir, bonne attention. journée. À la prochaine. Au revoir, bonne journée. Au revoir, professeur. Bonne journée. Au revoir, Cécile.